Terrasse avec vue imprenable sur Paris, parc verdoyant à l'abri des regards, restaurant paisible propice aux confidences au milieu du bruit de la ville. Autant de lieux que l'on tient secrets parce qu'on s'y sent en sécurité, serein, chez soi, des endroits que l'on n'a pas toujours envie de partager. Lucas et Michel ont un secret aussi précieux qu'une bonne adresse, aussi précieux que leur rencontre dans un train quand Lucas avait 18 ans et Michel 82. Vous écoutez Transfert, épisode 271, un témoignage recueilli par Camille Chenal. J'ai 16 ou 17 ans, je dois aller bosser en Corse pour faire des récoltes de figues. Je prends le train depuis Paris jusqu'à Marseille. Je m'assieds à côté d'une dame plutôt sympathique. C'est une petite dame qui doit avoir 80 ans, les cheveux très blancs, très fins, des lunettes très rouges en plastique, habillée décontractée. Et puis on fait connaissance, on se rencontre, je pense, autour d'un bouquin qui s'appelle Mourir mon rhume, aux éditions de Minuit. Et c'est un point de départ de discussion. Le trajet passe en un instant à refaire le monde, quoi. On arrive à Avignon, elle doit descendre, et donc on se dit, revoyons-nous, on fait comment, je te laisse mon numéro, tu me laisses ton numéro. Elle me dit, je veux bien prendre ton numéro, mais je t'appellerai pas. Moi, j'ai pas envie de passer pour une vieille femme qui se sent trop seule, quoi. Donc appelle-moi. Le numéro est changé, et puis voilà, moi je finis mon trajet, j'arrive en Corse, je taffe à peu près un mois. Je reviens à Paris, j'ai mon premier appartement en solo, quoi. Un genre de service contre loyer, c'est une situation un peu d'étudiant pour avoir une chambre, quoi. Je repense à Michel en arrivant à Paris. Seulement, j'ai perdu son contact. Et là, je le retrouve dans le bouquin que je lisais, moi, dans le train. Et du coup, je l'appelle, et elle se souvient de moi. Donc, elle me donne l'adresse que je note, ça nous envoie dans les beaux quartiers de Paris, rive gauche. Et donc, je trouve l'adresse, grand Porsche, d'un bâtiment haussmannien. Arrive au 6e, le pas de porte de son appartement est en fait un pas de porte d'escalier privé, en colimaçon. Et donc c'est une autre femme un peu plus jeune, qui doit avoir 40 ans, qui m'accueille et qui me dit « Michel vous attend dans l'atelier ». Mais j'arrive dans cette pièce qui est une pièce assez magnifique, avec des vieilles verrières d'atelier. Les meubles sont beaux, les objets sont beaux. Les tableaux aussi. On sent que tout est choisi, quoi. A priori, pas grand-chose à dire sur ce premier rendez-vous, à part que c'était aussi bien que dans le train. Le contact est évident, il se passe 2-3 heures. De là, je pense qu'en un an et demi, j'ai dû la voir 3 fois. J'arrive au terme de ce premier contrat de service contre loyer. Du coup, je me mets en charge d'un appartement. Je fais, je pense, 3 visites à 150 dans l'escalier pour des apparts de 8 mètres carrés à 700 balles par mois. Et du coup, je commence à activer un peu mon réseau de gens qui connaissent des gens pour voir s'il n'y a pas une sous-loc ou une chambre de bonne, un peu un deal plus à l'amiable, quoi. Et parmi ces gens, projetant un peu le niveau de vie de Michel, je pense à Michel. Donc je l'appelle en lui parlant de la situation, en lui disant voilà, moi je cherche un appart et je me demandais si tu connaissais pas quelqu'un. En réponse à ce coup de fil, elle me dit mais passe me voir cette semaine et on en parle en vrai, tu vois. Du coup, je repasse chez elle, je monte, installation dans l'atelier, puis là elle me dit mais écoute, moi j'entends, mais moi j'ai quelque chose. Viens avec moi, je te montre. On retourne vers l'entrée, vers l'escalier en colimaçon, sauf qu'on le prend en montant plutôt qu'en descendant. Il arrive sur une porte qui donne sur l'extérieur, et sur la droite, un genre de jardin, square. On est sur son toit. Et au bout de la terrasse, il y a une petite maison, comme une extension de toit. Elle est en bois, peinte en vert. Elle ouvre la porte. Et donc l'intérieur, là, tout est revêtu de bois, tel un chalet de montagne. Et il y a un lit, il y a un robinet. Et elle me dit, voilà, moi j'ai ça, c'est un peu spartiate, mais si tu veux, tu pourrais vivre là, quoi. Et moi je lui dis, mais comment ça Combien tu vas me demander pour un truc comme ça? Elle me dit, écoute, a priori rien, moi j'ai assez d'argent pour finir mes jours. Et puis si je me retrouve sur la paille, je peux toujours vendre un tableau ou quelque chose. Donc a priori rien. Je lui dis, c'est pas très possible, rien. C'est quand même beaucoup pour rien. Et elle me dit, en vrai j'ai pas besoin, quoi. Et je dis, je sais pas, au moins un deal, au moins les charges, au moins une période d'essai, que tu puisses me virer. Elle me dit, si tu veux, ok, une période d'essai, why not?
Elle me dit: «La seule contrainte, c'est que les toilettes sont à l'autre bout de la terrasse et que il y a pas de douche, mais par contre, on peut très bien imaginer un modèle où tu retournerais en bas et il y aurait une des salles de bain d'en bas qui te serait dédiée». Peu de temps après, je débarque avec une valise de fringues. Autrement dit, je viens avec peu de choses et on essaie de vivre ensemble. On essaie de cohabiter. On parle là-dessus, elle me file un double des clés, et je m'installe en haut. On est très sauvages. On se voit finalement presque moins que quand on n'habitait pas ensemble. On se croise à peine, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vus, quoi. Ou aperçus. On se dit bonjour, on est très courtois, voire aimable, sympathique, mais on n'est pas proches, quoi. Donc très discret. Elle fait très attention à plutôt pas me solliciter du tout. Donc en fait, on se voit peu. J'ai ce pied-à-terre et je vais, faire mes études la journée, voir mes potes, je mange là-haut, je fais tout là-haut. L'architecture, de l'espace, nous permet de pas nous croiser. C'est un endroit qui rend ça possible. À la fin de ce mois d'essai, on fait un point, sur la suite des opérations, tout en décidant, de prolonger cette, cohabitation, puisqu'elle se passe plutôt bien. En vérité, à ce moment-là, elle se passe bien parce qu'elle est surtout pas gênante, ni pour elle, ni pour moi. De fil en aiguille, on mange un peu ensemble, de temps en temps, puis de plus en plus souvent. Je commence à m'autoriser, me permettre à venir, chez elle, zoner. Et puis on passe des plages relativement longues, de plus en plus longues ensemble, on s'entend très, très bien, on rigole bien. Sans s'en apercevoir, on est en train de devenir amis. Du coup, on se fréquente de plus en plus, les rôles se partagent même. Les rôles se distinguent et donc la cohabitation devient une colocation presque. Dans le sens où, moi je fais beaucoup à manger, elle fait pas du tout à manger, par contre elle invite au resto. Il y a comme des petits rituels qui s'installent. Plus on se rapproche, plus on se confie, plus on se marre. Il y a un endroit de proximité, c'est-à-dire qu'on vit ensemble, donc c'est quand même partager un endroit de quotidien, qui est une poésie folle, mais qui est aussi, propice à des trop-pleins, quoi. Il y a des gens qui, craignent un peu, que je sois un oiseau de mauvais augure. C'est-à-dire que je sois là pour le fric. Mais chez ses amis, qui ont du coup une urgence de vouloir me rencontrer, de savoir avec qui leur ami vit, ça se dissipe très vite. La plupart de ses amis, je deviens très ami avec eux. Une raison d'ailleurs pour laquelle, il est très strict entre nous qu'il n'y ait jamais d'échange d'argent, pour qu'en fait tous ces médisants ne soient jamais validés, quoi. Qu'ils aient aucune raison d'avoir raison. Tout ça ressemble à vivre avec quelqu'un, qu'on aime bien, hein. Rien d'épatant, à part notre différence d'âge. Dans notre quotidien, outre les restaurants, on va régulièrement au cinéma, on va au musée régulièrement, on finit par prendre nos petits déjeuners, systématiquement ensemble. Un matin, sans crier gare, au petit déjeuner, maintenant ritualisé. Elle me dit: «Eh, je me ferais bien tatouer». Et je lui dis: «Mais me lance pas Michel. Moi, c'est dit, c'est fait». Et elle me dit: «Bah, vas-y, c'est dit, c'est fait, vas-y». Du coup, dans la journée, j'ai une répète dans le 11e et je passe devant un tatoueur et je rentre pour prendre un peu des renseignements et je lui dis: «Il y a pas de contre-indication?» Il me dit: «Mais non, non, non». Du coup, on prend rendez-vous 2 jours plus tard. Je rentre le soir, de ma journée de travail, elle est là et je lui dis: «Bah, voilà, on a rendez-vous dans 2 jours». Elle me dit: «Mais on va faire quoi? Tu réfléchi un peu, on va faire quoi?» Et du coup, là, on retourne l'appartement, en écrivant des trucs dans tous les sens, en prenant des idées compliquées. Puis à un moment, on se dit: «Bah, écoute, on s'appelle tous les 2 Baby, tu veux pas qu'on fasse ça?» On se dit: «Allez, on fait ça». Sur le chemin, le jour J, on se dit: «Bah, viens, on fait un petit truc, genre c'est toi qui écris sur mon bras et c'est moi qui écris sur ton bras». Et on se grave ça. On arrive devant, moi je suis un peu stressé, on est stressé, elle est très stressée. On rentre, le gars fait: «Super, par qui on commence?» Elle me regarde droit dans les yeux comme une, provocation, directe en disant: «C'est toi qui y vas». Donc moi tout flippé là, tremblant derrière le paravent, je sens le premier contact de l'aiguille, sur mon bras et il s'avère que ça fait absolument pas mal donc je décompresse tout de suite et je me dis: «Vengeance!» Je vais lui faire croire que ça fait très, très mal pendant qu'elle attend et du coup j'ai geins depuis derrière le paravent. Mais en fait, voilà, on se fait des blagues un peu tout le temps, donc les mots peuvent servir de blague. C'est quelqu'un d'éminemment curieux et on je pense qu'elle me propose un jour de lire un bouquin, que j'ai pas lu. Elle a évidemment, beaucoup plus lu que moi. Elle est évidemment d'ailleurs en général, beaucoup plus cultivée que moi et du coup, je pense qu'elle me parle d'un bouquin qui s'appelle Ulysse. Elle me lit une page, 2 pages et puis en fait, s'installe aussi ce rituel-là de lire, 2 chapitres un jour, de le couper, de le reprendre le lendemain, d'intervertir, les lecteurs.
et d'aller au bout de bouquins. Moi, je fais écouter du rap et je fais des arrêts de lecture pour, lui répéter lentement, les punchlines. La proximité est de plus en plus grande. Par exemple, moi, c'est une période où je décide d'apprendre l'anglais très fort. On se met à parler anglais ensemble. Du coup, les 2 langues s'installent aussi dans la maison. Ça devient aussi une langue de secret quand il y a des non anglophones, qui viennent, nous voir. Son lit et son bureau. Son bureau et son lit. C'est-à-dire qu'elle y passe beaucoup de temps parce que la mobilité, est de plus en plus réduite quand on vieillit. C'est assez comique d'ailleurs, il y a genre des montagnes de journaux, des bouquins, des stylos, des taches d'encre, un bureau de quelqu'un qui a eu des métiers intellectuels et du coup, il y a beaucoup de nos moments de conversation qui se passent dans sa chambre. Donc on installe un petit fauteuil dans sa chambre, au pied de son lit. Nos premiers échanges, physiques, un qui était tout à fait essentiel, parce que non seulement ça a été le premier, et ça a été aussi le plus récurrent, on joignait nos pieds nus. Donc ça, c'était une première manière en fait de trouver un endroit où on se touchait et que c'était OK de se toucher. On se faisait des câlins. Là, je parle d'accolade, de câlins. On se faisait des bisous. On a fini par s'embrasser sur la bouche, mais je pense que ça a jamais été un systématisme, donc c'est arrivé. Parfois, je rentrais tard, et du coup, je vérifiais qu'elle était endormie ou éveillée, quoi et parfois, du coup, on reprenait des discussions comme ça à 2 heures du mat, ou parfois, elle dort déjà et je m'allonge à côté d'elle et puis je finis ma nuit là. Moi, j'arrive un peu éméché. Tout ce qu'en tout cas moi je connais d'endroits de séduction, d'alchimie physique se déplace ailleurs. En fait, la question se pose quasiment pas. On a 65 ans de différence. C'est-à-dire que la question ne se pose pas d'avoir un acte avec pénétration avec une femme de 65 ans, son aînée. C'est pas une amante qui aurait 15 ans de plus, 20 ans de plus, peu importe, combien de plus. Là, on a un âge qui commence à être dans le déclin. Donc je pense que les sujets sont aussi pas du tout les mêmes qu'un corps de 20 ans ou de 50. Pendant ce temps-là, j'ai des amantes, mais de manière, très intermittente. C'est-à-dire que j'ai pas de relation amoureuse, suivie. Sujet d'ailleurs, ouvert avec Michel. Michel est au courant. Un jour, j'ai une séance de psy avec mon psy et je lui parle de ça parce que du coup, je commence à m'interroger un peu sur, l'identité de notre relation plutôt. Je lui demande: «Est-ce que c'est de l'amour platonique?» Et il me dit: «Bah écoute, c'est bien simple pour moi l'amour platonique n'existe pas, et il me dit: «Bah écoute, à mon sens, faut simplifier ce genre de questions. Le monde n'est pas binaire, mais utilisons des outils. Est-ce que vous avez des rapports sexuels?» Je suis bien forcé de lui dire que non. Il me dit: «Alors c'en est pas». Donc bien sentir que c'est pas très clair, c'est pas très clair pour soi et de fait pas très clair pour les gens à l'extérieur. C'est plutôt venant de ça que tu te dis à un moment, bon, à quoi bon? À quoi bon, chercher à l'expliquer coûte que coûte? En soi, c'est là et c'est très bien comme ça. C'est très bien que ce soit aussi indicible. On s'en fiche pas mal. Un jour, du coup, on est 3 dans sa chambre. Il y a 2 potes à elle qui sont là. Moi, je fais autre chose, dans le salon et puis elles font leur vie et puis à un moment, il y a une des potes qui vient me voir et qui me dit: «Tu peux venir, il y a un truc chelou qui se passe, quoi». Donc je viens et là, Michel, parle, avec beaucoup d'intention. On a l'impression qu'elle a vraiment l'intention de nous dire quelque chose. Elle parle, une langue inconnue au bataillon, quoi. Une langue qui n'existe pas. Ça s'estompe comme ça en genre ça dure 5 minutes. On présuppose un AVC, donc on se dit que c'est quand même, assez sérieux d'appeler des gens compétents, quoi, genre médecin ou SAMU. Elle est, hospitalisée à Cochin. C'est assez, marquant parce que c'est la première fois du coup qu'elle est pas à la maison. Mais, moi j'y vais tous les jours, et en fait ce qui est inquiétant, je sais pas si les médecins étaient assez rassurants très vite. Justement cet AVC a pas donné de symptômes particuliers, de séquelles, donc en soi elle va rentrer, donc c'est plutôt une batterie d'examens, pour ceux qui visent à se rassurer, quoi. Ça ramène, à la réalité de nos âges, encore une fois. C'est plutôt un genre en fait, au quotidien, t'oublies. Mais un événement comme l'hôpital, ça ramène une fatalité. Un jour inquiet, donc moi, j'ai un groupe de musique à ce moment-là, avec 2 chanteuses. On discute de Michel à l'hôpital avec une des chanteuses, en marchant vers le métro et elle me dit: «Tu sais que tu as signé pour, la compagnie jusqu'au bout. En fait, est-ce que juste tu es au courant que c'est un peu ça qui est en train de se dessiner, quoi?» On vit ensemble, on n'a pas compris trop ce qui s'est passé, on est devenus potes. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé, on est devenus très proches et on comprend pas ce qui s'est passé et on sait qu'on partira pas avant qu'elle meure. La vie aidant et l'âge n'aidant point, Michel marche de moins en moins. Il se passe, une période, relativement longue où on en rediscute parce qu'en fait,
C'est à son sens, c'est aussi mettre un pied dans la tombe que d'accepter d'être en fauteuil. Donc c'est quoi les autres options? Tu restes au lit, jusqu'à ta mort ou un jour elle concède. Elle dit: «Allez, banco, fauteuil». Le fauteuil roulant est dès lors devenu un sujet, supplémentaire de blague. Parce qu'on peut faire des courses avec un fauteuil roulant, par exemple. On peut abandonner quelqu'un sur un fauteuil roulant. Mais c'est très, très drôle. On a beau, tout rendre, léger, il y a un moment où, la vie est ce qu'elle est et avoir cet âge-là, du coup, c'est, un peu la métaphore du bateau qui a des fuites dans la coque. Le sujet, santé est de plus en plus présent, parce qu'il est de plus en plus, défaillant. De fait, les hospitalisations se rapprochent, que ce soit pour des examens ou parce qu'il y a des micro-accidents et du coup les passages, à l'hôpital sont de plus en plus présents. C'est qu'elle soit pas à la maison, qui devient, quelque chose de plus régulier. Donc je sais pas à quelle fréquence ça s'installe. Ça se précipite plutôt. Les choses se précipitent, jusqu'à la dernière, hospitalisation. Donc là, c'est plus grave. Là, elle a eu une septicémie, donc c'est une infection du sang et elle a, un œdème pulmonaire, donc c'est de l'eau dans les poumons. Donc là, c'est un peu plus inquiétant, tout le monde est un peu inquiet et notamment, une gériatre, cette gériatre. Elle me dit: «Alors là, il faut bien se rendre compte d'un truc et je suis bien désolé de vous l'apprendre, c'est que, votre grand-mère, Michel, est, sénile, grabataire». Je lui dis: «Qu'est-ce que ça veut dire?» Elle me dit: «Grabataire, ça veut dire qu'elle est plus autonome, elle est plus capable de prendre soin d'elle-même». Typiquement, exemple, elle a faim, elle peut pas aller se faire cuire un œuf. Mais elle me rajoute qu'elle a des états de démence et qu'en fait, elle a une mécanique du corps si bien huilée qu'elle donne un change très, convaincant, mais que la coquille est vide, qu'on est face à des réflexes. La gériatre me suggère d'aller la voir et de parler de quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler ensemble. J'y vais et puis je procède au test, tant bien que mal et puis là, je suis forcé de constater effectivement que il y a comme ses yeux qui se vident. Je trouve ça, très déconcertant. Ça se trouve, ça fait longtemps. Je l'ai pas vu, ça se trouve, ça fait 3 mois, 6 mois qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'on cause et que pas du tout. Maintenant, il y a des zones d'ombre énormes dans tout ça. On sait pas, peut-être qu'à des moments, il y a des traits de lucidité, des éclairs. Michel n'a pas de famille et étant son prétendu petit-fils, on me sollicite pour prendre des décisions à sa place. De faire des choix, sachant qu'il n'y a plus de bons choix. Des choix du type, hôpital ou maison? On décide qu'elle reste à la maison. Du coup, ça veut dire un hôpital à la maison. Là, il y a un lit médicalisé dans le salon, donc il y a, une aide-soignante en continu et son médecin traitant qui est de plus en plus présent aussi, ne serait-ce que pour les réflexions. Peut-être pour m'accompagner dans les réflexions aussi. Pour en citer que 2, mais il y en a eu une bonne dizaine de décisions comme ça assez intenses et il y a eu, une décision sur la douleur, de morphine ou pas morphine. La morphine, du coup, moi, j'interroge le médecin en lui disant: «Mais du coup, c'est quoi, par exemple, la sensation de l'œdème quand il y a une crise?» Et il me dit: «Bah, un œdème pulmonaire, la sensation, c'est, d'étouffer, de boire la tasse, mais ça peut durer une demi-heure avant de mourir ou avant de se redescendre. On a l'impression de mourir pendant une demi-heure». Je me dis: «C'est quand même particulièrement désagréable», donc je décide morphine. Cette situation, s'installe à la maison là, avec, l'accompagnement médical et cetera. La constellation qui entoure Michel, se précipite à son chevet, donc il y a beaucoup, beaucoup de passages, beaucoup, beaucoup de frustration de leur part parce qu'ils peuvent pas lui parler puisqu'elle est la plupart du temps absente. Donc du coup, ils parlent beaucoup avec moi. À un moment donné, son meilleur ami avec qui je suis très ami, qui me propose de venir, m'épauler dans tout ça parce que, il sent bien que, je vacille et du coup, il passe 1 mois à la maison. On me propose une résidence, vers Montpellier et pour travailler. On en discute ensemble, je lui dis, «Bah, je sais pas, tu vois, quand même, elle pourrait clamser pendant que je suis pas là et tout». Il me dit: «Ouais, mais elle pourrait aussi clamser dans 1 an, donc on fait quoi, tu vois?» Du coup, je décide d'y aller. Donc je pars 10 jours. Le jour de mon retour sur la route, on m'appelle et on me dit: «Michel vient de mourir». Donc je suis à 5 heures de Paris, je pense et j'arrive le soir, il y a un petit comité d'accueil et il y a ce lit médicalisé avec Michel dedans, dans l'entrée. Bon, bah, une dépouille, est évidemment une dépouille. C'est une coquille vide. Elle décède un dimanche. Je me sens flotter sur le monde, depuis, déjà 2 mois ou 3 mois. Je me sens fatigué, certainement triste. Et là, il y a cette petite veillée quand même qui est assez, il y a pas grand chose à dire et du coup, en fait, ces gens qui sont venus
Moi, je suis arrivé vers 23h, donc ce dimanche. Ces gens qui sont venus, ils restent jusqu'à 4h du matin. Et il s'avère donc elle croit pas en Dieu, elle voulait pas de cérémonie. Elle voulait donner son corps à la médecine. Ça l'amusait beaucoup, de se dire que les premières années, elle allait déchiqueter son corps et rater des trucs sur ses dépouilles. Du coup, c'est ce qu'elle a fait. Seulement, la faculté de médecine ne vient pas le dimanche. Donc du coup, il fallait garder son corps au frais jusqu'au lendemain matin. L'opération, consistait à remplacer des poches de glace toutes les 2 heures. Ils sont venus à 10h, je crois. Il y a un moment de flottement où je reste à l'appartement. L'organisation commence à se dessiner avec, son entourage. L'information remonte que des gens ont envie d'une cérémonie malgré le fait qu'elle ait plutôt choisi que non. Encore une décision un peu bizarre à prendre, mais on finit par décider collectivement qu'on va en faire une parce que finalement, est-ce que les cérémonies ne sont pas plutôt destinées aux vivants qu'aux morts? On organise un peu ça. J'avoue, je m'y attelle assez peu. J'ai l'impression d'avoir assez donné, puis là, je prends un peu le contre-coup, physiquement, quoi. Du coup, on se retrouve avec, quand même on a quelqu'un à charge. On a, Mona Lisa, notre chatte. Donc, je reste dans l'appartement, je m'occupe de ce chat. Ça dure à peu près un mois. Certaines lignes de l'organisation de l'après commencent à se dessiner. Le notaire, se manifeste. L'héritier majoritaire s'avère être son dernier amoureux en date, un homme avec qui elle a vécu il y a de ça, 30 ans. Ce type, vient. Ce type qui est venu une fois pendant 5 ans où moi j'ai vécu avec Michel, il est venu une fois et tu sentais une connexion très proche et très exclusive. Exclusive au sens excluant et il est venu qu'une fois 2 jours sur 5 ans et là, sur la fin de sa vie, elle l'attendait. Dans le sens où dans ses délires, parfois elle évoquait son nom. Quelqu'un qui a été très important pour elle, ça c'est sans équivoque et lui, il est arrivé 3 semaines après sa mort. Entre-temps, début d'orga, de cérémonie, notaire qui se manifeste, notaire qui partage le testament. Je découvre qu'elle m'a légué, des sous. Comme moi je suis dans les murs depuis 5 ans, on me dit que les murs reviennent à ce monsieur. Il arrive avec 3 semaines de retard et là il vient du coup avec, son épouse et ils font un tour de propriétaire et puis, vers la fin du tour, il vient vers moi et il me dit, «Bon, bah, ce serait bien que la semaine prochaine tu sois parti». Du coup, le lendemain matin, j'étais parti. Donc là, c'est très, très dur d'être à Paris et il y a mon meilleur ami qui vit à Berlin depuis quelques années qui me dit: «Mais frérot, tu veux pas changer d'air?» Et je lui dis: «Ouais, why not?» Et puis je pense une semaine après, il me rappelle et il me dit: «Bah, si t'arrives mardi, t'as un taf». Je t'ai trouvé un taf, quoi. Je pars à Berlin, je fuis, Paris. J'y demeure 1 an. C'est vraiment de la distraction. Je pense que l'action que j'essayais de mener, c'était, de me distraire, de gagner du temps. J'étais dans une ville où je devais apprendre une langue, je devais rencontrer des gens, une géographie, des rues, trouver un appart, enfin tout était neuf quoi, tout était vierge et je veux dire même les rues étaient vierges de souvenirs et tout. Donc c'est très distrayant. Aujourd'hui, j'habite à Marseille, une ville que j'adore et je vis avec mon amoureuse, que j'adore aussi. Ça fait plus de temps que j'ai vécu sans elle qu'avec elle. Maintenant les souvenirs sont prégnants, enfin je sais pas. En fait, c'est même pas des souvenirs, c'est des endroits, incorporés. C'est des endroits, qui font partie de toi, mais comme beaucoup d'expériences dans la vie. Là, 5 ans en plus, c'était assez décisif. Aujourd'hui, je pense encore à elle, ouais, quotidiennement, mais avec bonheur. D'être traversé par elle encore aujourd'hui et je sais pas combien de temps ça durera. J'espère toute la vie, peut-être que je suis un peu nostalgique, mais peut-être pas. Si on se souvient tout le temps, est-ce que les souvenirs se remplacent? Je sais pas. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 271, un témoignage recueilli par Camille Chenal. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours.
Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Camille Chenal. Prise de son, réalisation et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.